le Président. Veuillez vous asseoir. អង្គនុយរដ្ឋប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរ Reprise de l'audience. La parole est rendue à la défense de Nunchea pour la poursuite de l'interrogatoire du témoin. Maître Yanoudi. Merci, Monsieur le Président. À l'intention de tous, j'aimerais vous dire où nous en sommes de notre interrogatoire. Il me reste environ une demi-heure d'interrogatoire. Mon confrère Major Sorn Haroun dit avoir besoin de 40 minutes. Je crois que la défense dans son ensemble dispose de toute une journée, voire de plus, vu que nous avons fait preuve de souplesse par rapport à la partie adverse. Je crois donc que nous aurons assez de cette journée entière, plus prolongation, le cas échéant. Monsieur le témoin, à nouveau bonjour. Revenons à la question que j'avais essayé de poser avant la pause. Vous avez parlé de ce dernier déplacement effectué à Phnom Penh par votre père. J'en avais parlé avec le juge Lavergne. Moi aussi j'en ai parlé, j'ai une dernière question là-dessus. Est-ce que votre père ou quelqu'un d'autre vous a donné les raisons pour lesquelles ce voyage devait être fait? Autrement dit, pourquoi votre père a-t-il été convoqué à Phnom Penh cette fois-là? Réponse. Je n'en sais rien. Je l'ai simplement accompagné parce que tel était mon devoir. Question. J'aimerais vous présenter quelque chose. Je vais faire référence à ce que vous avez dit au co-juge d'instruction. Document E3/58. C'est la page 4 de ce document en anglais. Je donne les URL en anglais 0025 0089, en khmer 0023 99 37 et en français 0028 39 15. D'après ce que peuvent voir toutes les parties ainsi que les juges, il y a ici un échange entre vous et les enquêteurs. Les questions de cet événement dont nous avons parlé. Toutefois, il y a une partie qui ne se retrouve pas dans la réponse que vous avez donnée. Si nous le savons, c'est parce que nous avons l'enregistrement sonore de ces entretiens. Malheureusement, comme nous l'avons vu durant le procès, bien trop souvent, les PV d'audition ne sont pas fidèles à ce qui a effectivement été dit. Pour être sincère, nous avons déjà eu pas mal de problèmes à ce sujet en cours de procès. Apparemment, les juges ne s'en inquiètent guère, ils ne sont pas du tout intéressés par cela. Mais pour nous, la défense, il est très important de pouvoir vous présenter ce que vous avez effectivement dit et non pas ce qui, bien souvent, ce qui se retrouve dans ces PV. Je reviens à ma question. Aux enquêteurs, même si vous ne vous en souvenez pas, vous avez dit que votre père avait été convoqué cette fois-là à Phnom Penh pour discuter d'une question en rapport avec la situation concernant le Vietnam. Cela ne se retrouve pas dans le PV. Par contre, ça se trouve dans l'enregistrement sonore. Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire?
ce dernier voyage de votre père à Phnom Penh était-il en rapport avec une discussion au sujet de conflit entre le Cambodge et le Vietnam? Attendez avant de répondre, je vois que mon confrère va soulever une objection. Le président, témoin, veuillez attendre, la parole est au coprocureur. Merci, Monsieur le Président. Je ne m'oppose pas en tant que tel à la question qui est posée, mais au commentaire qui a précédé la question, qui est de nature à influencer la réponse du témoin. Le commentaire étant « les enregistrements sonores ne sont malheureusement pas fidèles à ce qui a été dit, la plus souvent, etc. » Je ne crois pas qu'il soit approprié de commencer à introduire de tels sujets par des commentaires qui pourront être faits, le cas échéant, à un stade ultérieur si la défense le souhaite. Deuxièmement, pour permettre aux parties de suivre le raisonnement et ce qui a été dit ou qui a été enregistré, il faudrait vraiment que la défense puisse nous dire de quel extrait de l'enregistrement sonore il s'agit, de quel document, quels IRN dans les 3 langues, de manière à ce que les parties ne soient pas perdues et puissent vérifier que c'est bien cela qui a été dit lors de ces auditions qui ont été enregistrées. Merci, Monsieur le Président. La défense. Laissez-moi brièvement répliquer. Premièrement, le prologue ne visait nullement à influencer le témoin. Il visait, peut-être en vain, à essayer d'influencer la Chambre, qui, de façon répétée, se montre inintéressée par les lacunes de l'instruction. Voilà les raisons de ce prologue, pour reprendre ce qu'a dit mon confrère. La transcription a été établie par un membre de notre propre équipe. La personne a écouté l'enregistrement et a pris des notes. Je vais donc reposer la question au témoin. Monsieur le témoin, d'après vos souvenirs, est-ce que le but de ce voyage était en rapport avec le conflit avec le Vietnam? Si vous ne le savez pas, veuillez simplement le dire, mais à nouveau, attendez, car un autre confrère va émettre une objection. Le président de la partie civile. Oui, Monsieur le Président, à nouveau, j'ai besoin des références de l'audition vidéo, de l'audition de ce monsieur, et les notes de la défense ne me suffisent pas. J'ai besoin d'avoir une référence précise et j'aimerais qu'il donne ces références. Le président. La défense de Nguyen doit maintenant donner la référence qu'elle cite et remettre ces références à la Chambre et au parti. Premier point donc. Deuxième point. Vous pouvez poser des questions précises et éviter les commentaires qui pourraient influencer le témoin. Le procureur a déjà fait une observation à cet effet. Et veuillez accélérer votre Internet. Justement, en évitant Maître Enotsi, oui, en effet, je serai bref. J'ai déjà donné la référence, c'est le document E3/58. Et comme nous le savons, il y a les bandes sonores de chacune de ces entrevues dans le dossier pénal. Donc ce serait D125/160. C'était l'ancienne code du document parlé. Donc 160R et la bande sonore. C'est le système de codage qu'on utilise au tribunal depuis longtemps. Donc il s'agit de la bande sonore, de l'entretien que j'ai vu. Donc, je suis intéressé simplement à rafraîchir la mémoire du témoin. Et si on ne permet pas de le faire, tant pis. Mais, monsieur le témoin, vous souvenez-vous d'avoir dit aux enquêteurs du bureau des collèges d'instruction que l'objectif de cette convocation
était pour y discuter du sujet discuter du conflit entre le Cambodge et le Vietnam. Et la fin de l'intervention du Conseil a été interrompue par le micro. Chơi. Le Président, la parole est à la participer. Monsieur le Président, je ne sais pas si mon confrère le fait exprès, mais il nous donne les références du PV d'audition chez le juge d'instruction et il nous explique qu'il y a des discordances avec ce qui a été enregistré. Donc je voudrais qu'il nous donne les références de ce qui a été enregistré pour qu'on puisse apprécier ces discordances s'il y en a. Je crois qu'il a très bien compris et je m'étonne qu'il continue de nous donner les références du PV simplement alors qu'il sait très bien de quoi nous parlons. Well, I'll just add. Maître Enotti, je fais tout à dessein ici. La référence que j'ai donnée, c'était page 4. Je crois que j'ai donné les ERN de cette question. Mais comme nous le savons tous, nous, mais le public et les observateurs de ce tribunal ne le savent peut-être pas, c'est que cette question et réponse est en fait un amalgame de plusieurs questions et réponses qui ont été résumées. Et il y a des aspects qui manquent, certains qui ont été embellis, certains qui ont été ajoutés, et nous le savons tous. Nous savons tous que c'est le cas. Et il est très difficile pour moi. Je devrais passer les 20 premières minutes. Le micro de Maître Enotti est fermé. Le Président, veuillez attendre, Maître. Chơi đồng nàng ở bên nhà. Le Président, la parole est au procureur. Merci, Monsieur le Président. Pour que la défense de Nunchia comprenne bien quel est l'usage devant cette Chambre, il s'agit non seulement de donner la cote suivie de la lettre R, mais également l'heure, les minutes, les secondes durant lesquelles cet échange a eu lieu. Je pense que la défense de Nunchia pourrait s'inspirer de la pratique de la défense de Khieu Samphan, qui a mis à disposition des parties 3 extraits, 3 transcriptions partielles du document audio, donc relatif à ces procès-verbaux d'audition de Campan. Et j'imagine que tout à l'heure on aura des questions, mais là au moins on a la traduction en français, en anglais, à partir du Khmer. On a donc une cote et on pourra identifier effectivement des numéros de page ou à tout le moins des heures ou des minutes d'enregistrement. Deuxièmement, Monsieur le Président, je me permets de faire remarquer qu'une nouvelle fois, et dans sa dernière intervention, la défense de Nunchia a commencé à refaire des commentaires sur la qualité des procès-verbaux, la manière dont ils ont été faits, et cela avait été spécifiquement interdit par la Chambre juste auparavant, et je réitère ma demande qu'ils s'abstiennent de continuer à faire ces commentaires de nature à influencer le témoignage du témoin à la barre. Merci beaucoup.
Thank you. Maître Yannuzzi, merci. En réponse, je dirais ceci. D'abord, ce qui se passe en général, la pratique. Il n'y a aucune normalisation de la pratique. Au contraire, la procédure évolue et varie et change, dépendant du témoin, de la journée. Je suis d'accord, l'équipe de Q100 a donné des transcriptions de bandes sonores, c'est une excellente pratique. Nous l'avons fait dans le passé. Malheureusement, il arrive que c'est un contre-interrogatoire et il faut être assez souple. Nous avons entendu cela hier soir et ce matin, alors que nous préparions notre contre-interrogatoire sur la base des questions qui ont été posées par le juge Lavergne hier. Donc de suggérer que nous aurions dû présenter une transcription et que nous devrions peut-être être des devins, comme la Chambre aime bien le croire, ce n'est pas possible. Je ne savais pas que j'allais poser cette question hier. Je m'en suis rendu compte hier soir et j'ai demandé aux membres de mon équipe d'écouter la bande sonore et de faire une transcription pour m'aider dans mon interrogatoire du témoin. Je demanderai certainement à l'unité de traduction et d'interprétation de faire transcrire cette bande sonore et de la verser au dossier pénal, et ça sera fait plus tard. Mais j'aimerais poser de bonne foi ma question sur la base de ce que m'a fait, en fait, de ce qu'a préparé le membre de mon équipe. La bande sonore contient une référence à propos d'une réunion sur le sujet du Vietnam. Si le témoin s'en souvient, tant mieux, et sinon, tant pis. Je ne peux pas contrôler cette possibilité. Donc, peut-être puis-je une fois de plus poser la question au témoin, et il nous donnera la réponse qu'il nous donnera. Je n'essaie pas d'aucune manière d'influencer le témoin. Et par la suite, nous demanderons à ce que la transcription soit versée au dossier pénal. Monsieur le témoin, une fois de plus, veuillez ne pas croire que j'essaie d'influencer quoi que ce soit. Ne vous laissez pas influencer par ce que j'ai dit, mais avez-vous dit aux enquêteurs du bureau des couches d'instruction que l'objectif de la réunion tout portait sur le conflit avec le Vietnam? Réponse, non. I'll now move on to another. Maître Yannuzzi. Très bien, je vais maintenant poser des questions à propos des structures de communication. J'aimerais que l'on explore ensemble certains messages. Rien d'abstrait, rien de général, mais des messages spécifiques. À savoir des télégrammes, des conversations, des lettres et de la correspondance à laquelle vous auriez participé. Et évidemment, je vous demande de me parler de votre expérience personnelle. Au cours des derniers jours, vous nous avez expliqué certains détails de ces communications. Vous expliquez que votre père, votre frère, votre sœur, eux aussi, travaillaient dans la structure de communication avec différents rôles. On vous a montré des télégrammes, le procureur l'a fait, le juge Lavergne l'a fait. Et donc j'aimerais vous poser quelques questions sur des messages particuliers. Une fois de plus, je vous demande de ne répondre que sur la base de vos connaissances personnelles ou tout renseignement que les membres de votre famille avec lesquels vous travaillez auraient pu vous dire, ce qui est aussi une expérience personnelle, selon moi. Je terminerai donc mon prologue et j'aimerais dire que mes questions vont se limiter à des questions qui sont pertinentes pour ce procès, soit le procès 002/01. Bien évidemment, il s'agit de l'évacuation de Phnom Penh et les mouvements de population, la seconde phase de transfert de population qui aurait eu lieu à la fin, entre avril 75 et fin de l'année 76 et dans certains cas début de l'année 77. En guise de contexte, j'aimerais aller aux questions essentielles de l'accusation.
Le président. La parole est donnée à la juge Cartwright. La juge Cartwright. Merci, Monsieur le Président. Maître Iannuzzi, nous vous avons répété plusieurs fois que vous devez cesser de faire des commentaires ou ce que vous appelez des prologues, des arguments. Posez des questions. Posez-les brèves et lentement. Car nous ne pourrons pas nous servir de votre échange avec le témoin s'il ne peut pas être interprété. Maître Iannuzzi, je vous remercie et je présente encore une fois mes excuses aux interprètes si je parle trop vite. Une fois de plus, monsieur le témoin, je vais vous poser des questions, comme on vient de me demander de le faire. Elles seront courtes, brèves, et elles vont porter sur les faits essentiels et principaux de ce procès. À votre connaissance, est-ce que vous, votre père, votre frère, votre sœur, avez-vous au courant de messages, de communication avec Nuon Chea sur le sujet de l'évacuation de Phnom Penh? Réponse. Je ne sais rien de cela. Mais j'ai su qu'il y avait eu des échanges entre mon père et lui. Question. Pouvez-vous être un peu plus précis? Quel type d'échange? Réponse. Je ne pouvais pas connaître la nature de leurs échanges. Maître Iannuzzi, j'aimerais juste une précision. Vous dites que vous ne connaissez pas la nature des échanges, mais la question était de savoir s'ils avaient communiqué sur le sujet de l'évacuation de Phnom Penh. Vous avez répondu que votre père et Nuon Chea l'avaient fait. Donc je veux vraiment m'assurer d'avoir bien compris ce que vous avez dit. À votre connaissance, votre père et Nuon Chea ont-ils échangé sur le sujet de l'évacuation de Phnom Penh précisément, et le cas échéant, comment le savez-vous? Réponse. Je ne sais rien de cela. Question. Merci. J'aimerais maintenant passer à ce que les parties, enfin ce que nous appelons la deuxième phase du transfert de population. Cette phase serait donc des transferts de population supposés qui auraient eu lieu vers septembre 1975 jusqu'en 1976 et dans certains cas jusqu'en 1977. Est-ce que vous, votre père, votre frère ou votre sœur avez connaissance de communication avec le Nuon Chea sur le sujet des transferts de population pour les zones centrales et sud-ouest? Réponse. Non. J'étais trop jeune pour le savoir. Question. Qu'en est-il de la zone Est ou de la zone Ouest? Est-ce que vous, votre père, votre frère, votre sœur, avez connaissance de communication avec Nuon Chea sur le sujet des transferts de population dans ces zones? Zone Ouest ou zone Est? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre. Maître Simonofort, vous avez la parole. Oui, au moins pour cette dernière question, je voudrais faire une objection, ou qu'en tout cas mon confrère procède différemment, parce qu'il pose une question en parlant du frère
de la sœur, du père et du témoin lui-même. Et je voudrais être sûre que le témoin ne répond qu'en son nom. Donc je voudrais que mon confrère pose la question au témoin en ce qui concerne lui et non pas en ce qui concerne les membres de sa famille, ce qui pourrait prêter à confusion. Maître Iannuzzi, je n'ai pas de problème avec cela, mais j'aimerais dire que, selon moi, 80% de ce que ce témoin nous a dit jusqu'à présent, tout au long de son témoignage, portait surtout, ou découlait de son travail avec son père. Et il nous a répété à plusieurs fois des choses que son père lui avait dit, des choses qu'il avait apprises de son père. Donc je veux bien faire la division, mais je ne pense pas qu'il y ait de quoi que ce soit d'inapproprié à faire l'amalgame. Ce témoin est ici en tant qu'agent de son père, finalement. C'est d'ailleurs ce que l'on voit dans le dossier. Donc, monsieur le témoin, avez-vous, personnellement, échangé avec Nuencia à propos des déplacements de population dans la zone est ou ouest du Kampuchea démocratique? Réponse. Je ne sais pas. Question. Qu'en est-il de votre père, de votre frère ou de votre sœur? Vous ont-ils jamais dit qu'ils avaient correspondu avec Nuencia sur le sujet des transferts de population dans la zone est ou ouest? Réponse. Non. Sector 106, that's the Siem. Question. Qu'en est-il du secteur 106, Siem Reap? Avez-vous jamais échangé avec Nuencia sur des transferts de population du secteur de Siem Reap sur le secteur 106? Je ne comprends pas votre question. Pouvez-vous la répéter? Je n'avais rien à voir avec ce qui se faisait à Siem Reap. Maître Iannuzzi, très bien, j'accepte votre réponse. Qu'en est-il du travail dans la zone nord-ouest, y compris Battambang, Pursat et Banteay Meanchey? Avez-vous jamais communiqué avec Nuencia sur ces sujets? Réponse. Non. J'étais trop jeune pour savoir quoi que ce soit à ce sujet. Question. Qu'en est-il de Kampong Thom et Kampong Cham dans ces provinces? Avez-vous jamais communiqué avec Nuencia à propos de ces régions? Non. Maître Iannuzzi. C'est bien. Donc, pour être bien exhaustif, avez-vous jamais communiqué avec Nuencia entre la fin de 1977 jusqu'en 1978 à propos des mouvements de population dans la zone Est? Réponse. Non. Maître Iannuzzi, je vous remercie. À présent, je vais vous poser une question au sujet des télégrammes que l'on vous a montrés. Et si je me souviens bien, le procureur international a évoqué 5 télégrammes avec vous. Et il me corrigera sûrement si je me trompe. Et je pense que le juge Laverne, c'était 3 ou 4.
Permettez-moi de vous poser une question et tout dépendant de la réponse, nous suivrons. Vous souvenez-vous si ces télégrammes, ou un seul même de ces télégrammes, ait quoi que ce soit à voir avec les transferts de population? Réponse. Je ne pense pas que les télégrammes aient porté sur ce sujet. Non. Maître Iannuzzi. Très bien, monsieur le témoin, je vous remercie. Seriez-vous surpris d'apprendre qu'il n'y a pas une seule allégation dans l'ordonnance de clôture de transfert de population forcée vers le secteur 105 ou à l'extérieur, ou depuis le secteur 105? Pas une seule allégation dans ce procès pour les transferts de population de ce secteur. Seriez-vous surpris de l'apprendre? Hold on, Mr. Witness. Veuillez attendre. Le président. Témoin, veuillez attendre. La parole est au co-avocat principal pour les parties civiles. Maître Pikang. Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Nous remarquons que certaines des questions de la défense de Nguyen Chi Anh, la dernière notamment, servent à induire le public en erreur et le confondre. Les questions invitent le témoin à faire des commentaires sur la procédure et ce n'est pas du tout approprié. Le président, la parole est à l'accusation. Oui, je pense effectivement, Monsieur le Président, que cette dernière question devrait être reformulée de manière à ce qu'il n'y ait pas de commentaires faits sur le contenu ou non de l'ordonnance de clôture concernant le secteur 105, mais plutôt de savoir si le témoin a des connaissances sur ce sujet, éventuellement, si ça intéresse la défense. Mais des commentaires sur l'ordonnance de clôture ne me semblent pas appropriés. Il faut lui poser des questions sur ce qu'il sait et sur ce qu'il a vu, entendu dans le secteur 105 ou à Phnom Penh lorsqu'il était à Phnom Penh. C'est tout. Maître Iannuzzi, j'aimerais d'abord répondre à mon confrère de la partie civile. Je ne cherchais pas du tout à induire le public en erreur. Au contraire, j'essayais d'alerter le public au fait que une bonne partie des dépositions que nous avons entendues n'a rien à voir avec les structures de communication en termes de lien avec les allégations sous-jacentes. Je trouve ça un peu étrange, car si ce qui nous intéresse, c'est les structures de communication, les structures administratives, il faudrait qu'il y ait un lien entre ces structures et les crimes sous-jacents. Et il ne s'agit pas ici d'un procès théorique, ce qui aurait pu se produire ici ou là. Tout ce qui est dit au prétoire devrait être relié, pertinent pour les crimes. Et les crimes, c'est très clair, sont, et personne ne pourra me contredire, le président. Bon, la Chambre en a entendu assez. Les objections sont retenues. Et le témoin n'est pas avec nous pour faire des commentaires sur l'ordonnance de clôture ou la procédure, et à savoir quel fait allégué est à être discuté. Maître, poser des questions pertinentes telles et liées au paragraphe de l'ordonnance de clôture du dossier 002/01. Maître Iannuzzi, très bien, Monsieur le Président. Je vais passer à des sujets que nous jugeons tout à fait pertinents pour notre défense.
et qui pourraient être des connaissances de ce témoin. Monsieur le témoin, vous nous avez parlé des différents endroits où vous avez habité au long de votre vie. J'aimerais que l'on parle de la période de 1969 à 1973. Vous avez déjà parlé de cette période à la Chambre, vous nous avez expliqué où vous habitiez. À cette époque, avez-vous été témoin de bombardements par les États-Unis d'Amérique du territoire du Cambodge? Réponse. Oui. Je pense que tout le monde en était témoin. Maître Yanotsi, quand vous dites tout le monde, vous parlez de tout le monde au Cambodge? Réponse. Oui. C'est exact, c'est une présomption. Question. Pouvez-vous décrire ces bombardements? Pouvez-vous, d'après votre expérience personnelle, une expérience qui, selon vous, était partagée par tous les habitants du pays, êtes-vous en mesure de nous donner certains renseignements quant à l'intensité de ces bombardements? Réponse. Je ne comprends pas la question. J'aimerais bien que vous la répétiez. Maître Yanotsi, je m'en excuse. Donc, par exemple, combien de bombardements avez-vous vu? Si vous vous en souvenez. Réponse. Je savais uniquement ce qui se passait dans ma région. J'entendais qu'on larguait des bombes presque chaque jour. Question. Chaque jour, dites-vous, n'est-ce pas? Réponse. Effectivement. Question. Soit que vous en ayez fait l'expérience directe, soit qu'un membre de votre famille vous l'ait dit, savez-vous si ces bombes américaines ont détruit des rizières au Cambodge, là où vous étiez? Réponse. Cela s'est produit. Je n'ai pas juste entendu parler de cela, je l'ai vu moi-même. À l'époque, les gens avaient construit des tranchées, un bunker dans chaque maison. Les gens veillaient à cuire le riz tôt le matin pour en avoir durant toute la journée lorsqu'ils seraient réfugiés dans les bunkers. Question. Ils se réfugiaient dans ces bunkers pour éviter d'être tués ou blessés par ces bombes, n'est-ce pas? Réponse. Effectivement. Question. Dernière question là-dessus. À votre connaissance, est-ce que des Cambodgiens sont morts par suite de ces bombardements américains? Réponse. Oui. La défense. Merci, monsieur le témoin. J'aimerais à présent passer à ce que vous avez dit brièvement. C'était, je pense, mardi. Vous avez dit avoir rencontré Tamok à B20. Est-ce effectivement ce que vous avez dit? Avez-vous rencontré Tamok alors que vous étiez à B20? Réponse. Non. Je n'ai pas rencontré Tamok. Question.
Avez-vous jamais rencontré Tamok? Réponse: non. La défense. Pour la dernière fois, je vais citer une de vos déclarations. C'est, je pense, la déclaration la plus récente que vous avez faite au bureau d'écho juge d'instruction. Je pense que les parties civiles ont pas mal utilisé ce document. Il y a beaucoup d'informations sur Yang Tirit. Toutefois, à une page de ce document, je donne les cotes, E3 447. Désolé, je n'ai que les ERN anglais, mais la question est très simple. Il s'agit de la page suivante, 0048 65 12 en anglais. C'est daté du 28 février 2010. Voici ce que vous dites. Sun, Kichun et Saokin Mut travaillaient également avec Yang Sari. Voici ma question. Qui est Kichun? Réponse: je n'en sais rien. Lorsqu'ils sont venus me voir, ils m'ont posé une question sur cette personne et j'ai dit que je ne connaissais pas ces gens, que je les connaissais seulement de nom, mais que je n'avais jamais eu de contact personnel, que je ne les connaissais pas personnellement. Question. Vous souvenez-vous avoir dit aux enquêteurs que Kichun et les deux autres travaillaient à un endroit particulier avec Yang Sari? Vous souvenez-vous d'avoir parlé de Kichun avec le bureau d'écho juge d'instruction? Réponse: non, je ne m'en souviens pas. Question. Peut-être ai-je mal prononcé leur nom. Pour que tout soit bien clair, il s'agit de l'actuel ministre des Finances du gouvernement royal du Cambodge. Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire? Réponse: je ne m'en souviens pas. Question. Dernière question là-dessus. Savez-vous que le ministre de l'Information du Cambodge, dont apparemment vous y avez oublié le nom, a refusé de coopérer avec ce tribunal? Avez-vous eu vent de cette information récemment? Le président. Le témoin n'a pas à répondre à cette question car elle est dénuée de toute pertinence. La défense. Bien. Je pense avoir déjà dit pourquoi, à mon sens, c'était pertinent. Je passe à autre chose, encore quelques questions, avant de céder la parole à mon confrère. Revenons un instant à la question des déplacements forcés de la population cambodgienne. Vous avez dit pas mal de choses sur l'expérience qui a été la vôtre à 417, Kadoprampi, comme on dit en khmer, je pense. Pourriez-vous nous parler des déplacements de population concernant Koprom? Le président. La parole est à l'accusation. Merci, Monsieur le Président. Je crois que le témoin appréciera que mon confrère essaie de parler khmer alors que d'habitude c'est en anglais, mais là on n'a pas eu la traduction
de la dénomination, je crois que c'était K-prom ou quelque chose comme ça. On n'a pas eu cette traduction, je crois, ni en anglais ni en français, donc j'aimerais qu'il puisse répéter pour que tout le monde puisse comprendre dans ce prétoire. Merci. En anglais, s'il vous plaît. La défense. Je suis tout à fait prêt à le faire. K-prom, c'est K5. Je pense que nous le savons tous. Monsieur le témoin, que pouvez-vous dire des transferts de population en ce qui concerne K5 ou K-prom qui auraient pu se produire dans le nord-ouest du Cambodge dans les années 80? Que pouvez-vous en dire? Le président. Le témoin n'a pas à répondre à ces questions. Ceci est complètement dénué de pertinence. La défense. Je vais devoir insister là-dessus, car c'est pertinent. C'est pertinent par rapport au nombre de morts qui auraient pu. Le président interrompt. Vous n'êtes point autorisé à faire des observations là-dessus. Vous êtes prié de passer à une question plus précise. Si la question posée n'est pas pertinente, la Chambre indiquera au témoin qu'il ne doit pas répondre. Or, en l'espèce, nous vous avons déjà dit que vous n'étiez pas autorisé à poser ce type de questions au témoin. Passez à autre chose. La défense. Bien, je passe à la dernière question. Mais avant cela, j'aimerais demander des éclaircissements. Si je ne suis pas autorisé à parler de K5, est-ce parce que de nombreux crimes qui ont été commis à l'époque de K5 étaient similaires? Le président interrompt. La Chambre s'est déjà prononcée. Le témoin a reçu instruction de ne pas répondre à cette question, car elle est dénuée de pertinence. Cette question est sans aucun rapport avec les faits allégués, reprochés aux accusés. Cette question est sans rapport avec les faits allégués. La défense. Merci, Monsieur le Président. Je passe à la dernière question. Monsieur le témoin, c'est ma dernière question. Mardi, vous avez déposé au sujet d'une réunion qui avait eu lieu au stade à Phnom Penh au mois de mai 1975. Vous avez dit que vous n'étiez pas présent à cette réunion, mais que cependant vous étiez allé au stade le soir pour regarder une pièce. De quel type de pièce s'agissait-il? S'agissait-il d'une pièce de théâtre similaire à celle qui se produit devant nous dans la Chambre? Le président. Le témoin n'a pas à répondre à cette question. Le président. Maître, veuillez passer à la question suivante. Autrement, votre comportement équivaut à un outrage à un magistrat. La défense. Si la Chambre continue d'agir selon un scénario préétabli, ensuite, le micro.
Cela ressemble à un scénario de Gilbert et Sullivan. Le président. Veuillez attendre, les juges délibèrent. Mr. President, that's all I... La défense. J'en ai terminé. Merci, monsieur le témoin. Le président. Non, non. Asseyez-vous. La Chambre ne vous a pas donné la parole. Pour soulever d'autres questions, la Chambre doit se prononcer.
លោកមេធាវី Le président. Maître, veuillez vous lever. La Chambre considère que l'avocat a commis des abus. Son comportement est l'équivalent d'un outrage à la Cour en dépit des avertissements répétés que lui avait lancés la Chambre. Aujourd'hui, de toute évidence, cet avocat cherche à faire obstacle au procès. Il s'agit d'un comportement qui relève de l'abus. Par conséquent, la Chambre décide d'exclure l'avocat en question. Maître Yanoudzi, est-ce que cela veut dire que je dois quitter le prétoire, Monsieur le Président? Le Président. Oui, vous devez quitter le prétoire pour l'audience d'aujourd'hui, en application de la règle 38.1 du règlement intérieur portant sur l'inconduite des avocats. Vous devez quitter le prétoire, vous n'êtes pas autorisé à vous exprimer. La défense. J'aimerais rester avec mon client. Le Président. Vous devez sortir immédiatement. Le Président. Une fois de plus, la Chambre vous ordonne de quitter le prétoire pour l'audience d'aujourd'hui. En ce qui concerne les prochains jours, la Chambre se prononcera en temps opportun. Agents de sécurité, veuillez veiller à la bonne exécution de la décision rendue par la Chambre. Agents de sécurité, veuillez conduire Maître Yanoudzi hors du prétoire. I will await my... Maître Yanoudzi, j'attends mon escorte. Le Président. Maître Sonaron, avez-vous des questions à poser aux témoins? Maître Sonaron. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames, Messieurs les juges. J'ai préparé des questions à poser aux témoins. J'en ai pour environ 40 minutes. Or, je vois qu'il reste 9 ou 10 minutes avant la levée de l'audience. J'attends votre décision. Le Président, allez-y, faites de votre mieux pour poser vos questions. Maître Sonaron. Bonjour, Monsieur le témoin. Pam Van, je m'appelle Sonaron. Je suis l'avocat cambodgien de Nuon Chea. Dans le prolongement
des questions posées par mon confrère international, Maître Andrew Iannuzzi, j'ai moi-même des questions à vous poser. J'aimerais revenir à votre parcours personnel. L'accusation et les autres parties vous ont interrogé à ce sujet. Mais certains points n'étaient pas clairs à mes yeux. J'ai donc des éclaircissements à demander. D'après ce que vous avez dit, vous avez rejoint la révolution qui était dirigée par les forces Khmer rouges. Quel âge aviez-vous quand vous l'avez fait? Réponse. Comme je l'ai dit dès le début, je me suis rallié à la révolution aux côtés de mon père depuis mon plus jeune âge. Question. Précisément, quel âge aviez-vous exactement quand vous avez rejoint la révolution? Pourriez-vous être plus précis? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Je me suis rallié à la révolution quand j'étais très jeune. Je ne sais plus exactement quand. Je l'ai fait avec mon père. Question. Ensuite, vous êtes devenu messager pour votre père. À quel moment êtes-vous devenu messager de votre père? Réponse. Je n'ai pas compris votre question. Vous parlez de mon travail de messager pour la Révolution ou pour mon père? Question. Vous avez déclaré que vous étiez rallié à la Révolution et qu'au début, vous aviez été messager pour votre père. C'est l'objet de ma demande d'éclaircissement. À quel moment êtes-vous devenu le messager de votre père? Réponse. Comme je l'ai déjà dit, je ne me souviens pas de la date exacte. Mais j'ai quitté un endroit pour retrouver mon père et je suis devenu messager, c'était après la guerre. Question. Avant la guerre et après la guerre, ça veut dire quoi? Vous voulez dire après 75, avant 75? Réponse. Avant 75. Question. Outre que vous étiez le messager de votre père, aviez-vous d'autres fonctions? Réponse. Non. J'étais messager. Je suis resté messager jusqu'au décès de mon père. Question. Dans le prétoire, vous avez parlé de vos relations avec Madame Yengtirit. D'après ce que vous avez dit, vous avez été le chauffeur de Yengtirit. Vous avez dit qu'à l'époque, Nunchea communiquait par télégramme avec le secteur 105. D'après ce que vous avez dit, en général, Nunchea parlait des questions de sécurité dans ce télégramme. Quelles étaient ces questions de sécurité au sujet desquelles Nunchea était en communication avec le secteur 105? Qu'entendez-vous par sécurité et comment les questions de sécurité étaient-elles gérées à l'époque? Réponse.
À l'époque, pour comprendre le terme de sécurité, il faut mettre les choses dans leur contexte. Il y avait à l'époque des soldats entre les soldats cambodgiens et les vietnamiens. Quand on parlait de sécurité, cela était en rapport avec le conflit entre ces deux parties. Question. Je n'ai pas bien compris votre réponse. Vous parlez de questions de sécurité, vous dites que c'était l'objet des communications entre Nuon Chea et le secteur 105. Vous avez dit que la sécurité était en rapport avec le conflit entre les soldats vietnamiens et cambodgiens, mais en quoi consistaient les questions de sécurité? Réponse. C'est difficile d'expliquer ça juste en quelques mots. Il s'agissait notamment de la sécurité en général, il s'agissait des combats, des tueries, etc., etc. Il y avait des forces qui ne s'entendaient pas entre elles, elles trouvaient refuge dans la forêt, elles résistaient, tout cela aussi relevait de la sécurité. Pour les détails, posez-leur la question. Demandez-le aux oncles. Ils me connaissaient, ils connaissaient aussi mon père. Si vous voulez savoir en quoi consistaient ces questions de sécurité, à ce moment-là, vous feriez mieux de leur poser la question. Question. Dans le document suivant,តំបន់105មកមន្ទីរ870 il y a beaucoup de télégrammes au dossier pénal qui ont été échangés entre le secteur 105 et le bureau 870, et signés par Chan et d'autres personnes. Ces télégrammes portent plusieurs cotes, notamment E3/1193. Pouvez-vous dire si tous ces télégrammes ont été envoyés depuis le secteur 105 au bureau 870. Je crois que vous avez accès à ces télégrammes, ils sont sur votre bureau. Par exemple, le télégramme numéro 3, télégramme 00, le télégramme numéro 2, enfin il y en a beaucoup. Pouvez-vous nous dire si ces télégrammes ont été envoyés par le secteur 105 ou par un autre endroit? Réponse. J'ai vu ces télégrammes et je peux en confirmer l'authenticité. Mais les noms ne me sont pas toujours familiers car à l'époque c'était ma sœur qui était en charge du décodage. Mais le format, l'apparence semble authentique. Question. Vous dites qu'il s'agit d'authentiques télégrammes provenant du secteur 105. Regardez les télégrammes qui sont sur votre bureau. Vous pouvez voir qu'il y a une tête de naga et il est écrit Tela en khmer. អត់មានខ្មែរតេឡាទេបងខ្ញុំបាទ Il
le témoin. Sur mon télégramme, je n'ai pas de TELA. Some លោកប្រធាន សូមជួយលោក Le président de parole est à la défense de Yang Sari. Maître Ogoudon. Je regrette cette interruption. Je viens tout juste de recevoir un rapport de mon chargé de dossier qui me dit que Yang Sari ne suit pas les audiences, et ce, depuis 11h49. Il a un pouls irrégulier. C'est ce que le médecin a rapporté. Puis-je demander que l'on suspende l'audience et d'attendre une mise à jour du médecin sur son état de santé? Le président. Maître Sonaroun et Maître Angoudon, le moment est venu de prendre la pause déjeuner. Donc nous vous demandons à Maître Sonaroun de vérifier ses notes. Nous allons lever l'audience jusqu'à 14h. À 14h, la Chambre entendra la partie civile, Madame Denise Afonso, par liaison vidéo depuis Paris. Nous croyons pouvoir achever sa déposition cet après-midi. Monsieur Panvan, votre comparution n'est pas encore terminée, quant à vous, et c'est pourquoi la Chambre vous invite à revenir demain matin. Cet après-midi, si possible, veuillez rester, et s'il nous reste du temps, en après-midi, on pourra reprendre votre interrogatoire. Donc pour l'instant, nous vous demandons de demeurer proche du tribunal pour pouvoir vous poser des questions si nous avons le temps. Et nous aimerions vous laisser rentrer chez vous tout de suite après votre témoignage, car nous savons que vous avez des choses à faire. Et je demande au conseil du témoin de rester avec nous aujourd'hui et demain pour pouvoir l'assister. Maître Sonaroun, vous avez la parole. Maître Sonaroun. J'aimerais, à la demande de mon client, présenter la requête suivante. Nguyen Chia peut-il suivre les débats depuis la cellule de détention temporaire pour des raisons de santé? En effet, il a mal à la tête, il souffre d'un manque généralisé de concentration et il a aussi mal au dos. Nous avons préparé, ou nous remettrons à la Chambre, le document de renonciation idoine. បាទអង្គជំរះបានស្ដាប់ដំណើរសុំរបស់ជំទាវ Le président, la Chambre est saisie d'une demande présentée par Nguyen Chia par le truchement de sa défense, demande par laquelle il souhaite suivre les débats depuis la cellule de détention temporaire du tribunal. Il invoque des raisons de santé pour justifier cette demande. La Chambre y accède et Nguyen Chia pourra donc suivre les débats depuis la cellule de détention temporaire du tribunal par liaison audiovisuelle.
Nuncia a renoncé expressément à son droit de participer à l'audience dans le prétoire. Et la Chambre enjoint la défense de l'accusé à remettre le document de renonciation portant la signature de l'accusé ou son empreinte digitale le plus tôt possible. Service technique, veuillez assurer la liaison vidéo entre le prétoire et la cellule de détention temporaire depuis laquelle le Nuncia suivra les débats. Garde de sécurité, veuillez conduire Nuncia et Kusampan à la cellule de détention temporaire et ne ramener que Kusampan cet après-midi quand nous reprendrons les débats à 14h. Et la Chambre avisera les parties des sujets pertinents une fois qu'elle aura été saisie des renseignements du médecin qui traite bien que ça arrive. L'audience est suspendue.